Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Équilibrez-vous. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Aurélie Montin. On va parler d'un sujet super intéressant que j'évoque régulièrement sur mes vidéos, mais qu'aujourd'hui on va détailler de façon beaucoup plus approfondie. On va parler du sommeil et Aurélie justement est une spécialiste du sujet. Vous allez voir que c'est vraiment hyper intéressant de parler avec elle. On a fait notamment un podcast déjà sur le sommet de l'hypersanté que vous verrez peut-être prochainement. Entre-temps, du coup, on va évoquer tout ça en détail aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Eh bien, bonjour Wilfried, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec toi. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Euh, donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurélie Montin et je travaille beaucoup autour du sommeil, qui est vraiment une passion pour moi. Ça n'a pas toujours été. Si je m'intéresse autant au sommeil depuis plusieurs années, c'est parce que justement, ça a été mon pire ennemi pendant longtemps. J'ai souffert de troubles du sommeil pendant 15 ans. Donc, de la fin de mon adolescence jusqu'à loin, dans l'âge adulte finalement, enfin, jusqu'à mes 31 ans. Et donc, quand je me suis sortie de tout ça après une grande errance médicale, eh bien, j'ai eu envie de partager ce que je savais et de fil en aiguille, enfin, ce que j'avais appris, ce que j'avais compris, ce que j'avais expérimenté et qui avait fait que je m'en étais sortie. Et de fil en aiguille, eh bien, j'en suis venue à accompagner les gens. Donc, je vais assez vite sur cette partie-là. Mais aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui me sollicitent pour sortir de l'insomnie, pour dépasser leurs troubles du sommeil. Et puis, j'ai créé aussi des programmes en ligne autour du sujet. J'anime des conférences idem autour du sujet, de la sortie de l'insomnie, mais aussi du sommeil. Enfin, de façon très générale, puisque de toute façon, il y a plein d'angles d'approche pour le sommeil. Et puis, tout le monde est concerné, tout le monde dort. Donc, à un moment donné, c'est tellement transversal qu'on peut l'aborder sous plein d'angles différents. Et, euh, et donc voilà, c'est à peu près mon quotidien. Et ce qui m'anime le plus, c'est vraiment aujourd'hui de partager le fait que quand on aborde le sommeil de façon différente, on obtient des résultats différents. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est de dire non, c'est pas une fatalité de rencontrer des difficultés de sommeil. C'est pas juste comme ça me suit un peu, j'ai une étiquette d'insomniaque sur le front, puis ce sera toujours comme ça. Et il y a vraiment des choses à faire. Et donc, je vais terminer cette grande introduction simplement en disant que cette prise de conscience qui m'a sauvé la vie, hein, en vrai, parce que je me suis retrouvée vraiment alitée pendant plusieurs mois à cause de mes troubles du sommeil et avec de grandes difficultés physiques. Et ce qui m'a vraiment sauvée, c'est justement de prendre cette responsabilité. Et la responsabilité, ça fait peur, et en même temps, c'est la source de toute liberté. Et donc, on va avoir l'occasion de discuter de tous les sujets qui ramènent au sommeil et de voir à quel point on a une force et une liberté autour de ça pour retrouver sa pleine santé au travers le sommeil. Exactement, on va étudier tout ça en détail ensemble pendant cet épisode. Donc, tu disais que tu avais souffert d'insomnie pendant 15 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, si c'est OK pour toi, savoir justement quel était ton quotidien, comment tu as pu te rendre compte que finalement il y avait des solutions. Tu peux nous parler du avant? Oui, alors le avant, oui, bien sûr. Même si on a beaucoup de troubles de la mémoire quand on a des troubles du sommeil. Et je me rends compte qu'il y a plein de périodes de ma vie que j'ai l'impression d'avoir complètement plus en mémoire, c'est ce qui est très triste et ce qui est très commun aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Mais bien sûr, bon, si on dépasse ça, ce que je peux te dire, c'est qu'en gros, euh, tu angoisses le soir d'aller te coucher parce que tu sais pas vraiment si tu vas t'endormir. Donc, tu peux t'endormir très, très tard, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, sachant qu'à 6h30, il y a le réveil qui sonne pour aller travailler. Et tu peux ne pas t'endormir du tout. Quand tu as, entre guillemets, la chance de t'endormir, tu vas te réveiller 3 heures plus tard, sans comprendre pourquoi. Et puis, parfois, tu te rendors, mais souvent, tu te rendors pas. Ou alors, tu te rendors 2 heures après. Tu te rendors juste une demi-heure avant que le réveil arrive. Et donc, ça crée beaucoup d'anxiété. Et puis, évidemment, beaucoup de fatigue. Donc, ça veut dire les yeux qui brûlent toute la journée, des difficultés de se concentrer, la mémoire, je viens d'en parler. Et puis, la grosse difficulté de relationner, en fait. Parce que chaque relation avec le monde, j'ai envie de dire, tu vois, de façon globale, c'est dur, c'est coûteux, t'as pas d'énergie, tout te demande une énergie monstrueuse, tu vois, juste te faire un brushing, t'apprêter pour aller au travail, c'est déjà difficile. Alors le reste, on n'en parle pas.
Il y a des périodes où ça va mieux, il y a des périodes où c'est encore pire. On a l'impression même de pas comprendre pourquoi. Et donc un peu, c'est dans cet aléa, dans ce brouillard que, en tout cas, moi, j'ai évolué. Et ce que je constate pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, ce sont malheureusement des situations très classiques, avec des degrés différents. Hein, le curseur, il se met pas au même endroit, selon les gens, les situations, l'âge, etc. Mais on retrouve vraiment ça, cette grande difficulté de gestion des émotions et puis de gestion du quotidien avec une grande démotivation et puis de se demander, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, j'ai plus envie. C'est trop difficile. Comment tu t'es intéressé justement au sommeil? Donc, forcément, est-ce que tu étais impacté par ça? Mais je veux dire, est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu t'es documenté? Tu as fait des recherches approfondies pour essayer de te soigner, entre guillemets? Alors, sur toutes les premières années, non. En fait, je comptais beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai introduit avec ça notre échange, parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. C'est-à-dire que j'avais l'impression que la solution, elle allait venir de l'extérieur. Donc, j'allais voir mon médecin qui me disait, je peux pas faire grand-chose pour vous. Je vais vous donner phytose, je vais vous donner un anxiolytique, je vais vous donner un somnifère, un antidépresseur. Je vais vous donner, toutes les antihistaminiques. En fait, tout y est passé. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment balayé le spectre large des médicaments. Et puis, il y en avait qui fonctionnaient tellement pas qu'on m'en donnait d'autres. Je passais des nuits blanches avec des somnifères. Enfin, bon, bref. Donc, comme j'étais dans cette dynamique-là, dans cette démarche-là, eh bien, je faisais pas tant de recherche que ça, en fait. J'attendais qu'on me dise quoi faire ou que quelqu'un vienne avec une baguette magique. Et quand je suis tombée vraiment dans le fond du fond et que je suis tombée en burn-out et que je pouvais même plus me lever le matin, c'est là où je me suis dit, en fait, t'es dans le mur, donc tu fais quoi? Soit tu continues à te taper la tête dans le mur et puis tu vas plus pouvoir t'occuper de ta famille et tu vas rester la tête dans le mur à te taper la tête comme ça pendant des années. Soit tu recules suffisamment loin pour voir un peu le chemin que tu as pris et qui t'a emmené dans le mur. Du coup, j'ai choisi bien sûr l'option numéro 2, sinon je serais pas là pour vous en parler. Et donc j'ai reculé et j'ai fait comme si je connaissais plus rien du tout au sommeil. Et le fait c'est que je n'y connaissais rien au sommeil. Et donc j'ai commencé à me dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que mon corps, il dort? C'est quoi le sommeil? Il se passe quoi dans ma tête quand je dors? Et donc, autour de toutes ces questions, a émergé plutôt le besoin de me former, de lire, d'aller explorer. Et donc là, le premier livre qui a été le plus marquant pour moi, c'est un livre très, très connu qui s'appelle Why We Sleep de Matthew Walker, qui était sorti possiblement en 2016. Donc en fait, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était sorti quand j'en ai pris connaissance. Ça faisait que quelques années. Et ça m'a assez bouleversée de me dire, mais en fait, on dort et on n'a juste aucune idée de ce que c'est que le sommeil. Personne ne nous apprend ce que c'est que le sommeil. Personne ne nous apprend quoi que ce soit. Ok, bon, alors là, il y a un boulevard qui s'est ouvert devant moi. Je vais m'engouffrer et puis je vais m'en sortir. S'en est suivi plein d'autres livres. S'en est suivi, bien sûr, la lecture de beaucoup d'articles. Et puis après, d'études scientifiques aussi. Et ça m'intéressait tellement que je me suis dit, allons voir ce que les scientifiques disent là-dessus. Et voilà et puis après je me suis formée, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et donc voilà un petit peu ce qui a fait que je me suis dit très bien, maintenant je vais faire ça. Je mets en place ce protocole, je vais aller vers ci, je vais aller vers ça. Et puis à la base c'était pas du tout pour le partager, c'était vraiment pour moi. Il fallait que je m'en sorte. Et voilà, la suite m'a donné raison et puis surtout m'a donné envie d'aller plus loin. Ok, super intéressant. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet si tu le veux bien. Est-ce qu'on peut trouver une sorte de point commun, une liste de points communs à toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil, même si c'est forcément multifactoriel? Est-ce qu'il y a un profil type du mauvais dormeur, entre guillemets? Alors, tout ce que tu dis est juste. C'est-à-dire que, à la fois, oui, il y a quand même un profil type. Enfin, en tout cas, on peut faire émerger quelque chose. Et à la fois, c'est multifactoriel. Donc, c'est sûr que les gens qui vont pas se reconnaître dans ce que je vais dire, c'est pas grave et c'est normal parce que ça peut venir de vraiment beaucoup de choses. Mais un des points communs, je vais en citer deux. Deux points communs, ça va être un déséquilibre entre les ressources qu'on alloue dans sa journée et les ressources qu'on va chercher pour notre corps. Je m'explique. Premier point commun, ça va être souvent des gens qui vont avoir beaucoup de mal à lâcher prise, qui vont être dans l'hyper-contrôle, qui vont vouloir contrôler tout dans leur vie et tout pour elles-mêmes aussi. Pas dans un sens, négatif de vouloir contrôler l'autre, mais de vouloir être dans un cadre parce que c'est rassurant et donc de vouloir tout contrôler pour soi aussi et donc contrôler son sommeil et contrôler le fait de dormir. Mais contrôler ses émotions aussi, contrôler tout dans sa journée,
voilà, d'être vraiment dans un cadre finalement qui nous enferme trop. Et donc ça nous fait dépenser beaucoup trop d'énergie parce qu'on veut être parfait. Et donc ça, le perfectionnisme, il ressort très souvent. Il veut être parfait et puis on alloue tellement d'énergie à tout contrôler, à vouloir que tout soit parfait, que en fait, ça nécessiterait de compenser énormément pour ce qu'on amène pour notre corps. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, on n'apporte pas suffisamment. Et donc ça, c'est le deuxième point commun. Ça va souvent être un manque de ressources. Donc souvent, on n'alloue pas assez de temps à son sommeil. Bon, du coup, on dort pas assez, mais parce que on n'alloue pas une plage suffisante. Et puis, on va pas manger une alimentation qui va être suffisamment saine, suffisamment nourrissante, que ce soit en macronutriments ou en micronutriments. Et donc, on se déminéralise parce que le système nerveux, lui, il est très énergivore, il mange tout. Et donc, quand on le sollicite beaucoup, on va puiser dans nos ressources. Et puis, on va pas s'accorder assez de breaks. Pas de sieste, parce que c'est pour les feignants, parce que j'ai autre chose à faire, parce que c'est pour les bébés ou parce que je ne sais trop quoi. Pas de moment où on flâne, pas de moment où on s'arrête, en fait. Et donc, pas de temps, de ressources. Et donc, tu vois, ce déséquilibre-là, c'est ce que je constate chez 80% des gens qui me sollicitent aujourd'hui. Et c'est ce qui me concernait aussi, bien sûr. Ok. Alors, on en reparlera parce que quand on avait évoqué déjà ce sujet ensemble il y a quelques mois, tu avais dit quelque chose qui m'avait un peu marqué, c'est qu'en fait, souvent, pour soigner un mauvais sommeil, il ne faut pas forcément travailler sur le sommeil, il faut plutôt travailler sur le reste, en fait. Tu viens de parler de l'alimentation, mais aussi peut-être l'activité physique, le mental, etc. En fait, tu disais que au final, c'est pas tant forcément avoir un mauvais sommeil, c'est plutôt avoir un mauvais style de vie qui entraîne un mauvais sommeil. Tu peux développer un petit peu ce sujet-là qui est super intéressant? Mais oui, et merci 1000 fois de me lancer là-dessus. Alors, je vais être très claire dès maintenant et c'est super de le dire finalement aussitôt dans notre échange parce que comme ça va permettre que le postulat de départ soit le bon. C'est-à-dire que le problème de sommeil, c'est pas un problème de sommeil. C'est un problème de ce qui permet au corps d'aller vers le sommeil. Je m'explique. Le sommeil, c'est une fonction innée de notre corps, d'accord? C'est une fonction qui relève du système nerveux autonome. Votre corps, il arrive, déjà in utero, il y a des alternances veille-sommeil, il met en place le sommeil. Il sait faire, il a la carte, il a le plan, ok? En revanche, si on l'entrave, là, ça pose problème. C'est-à-dire, si on entrave cette fonction sommeil, on dort plus. Donc, ça sert à rien de vouloir travailler sur je veux dormir à tout prix, je veux réussir à dormir, cette injonction qui clairement entretient le cercle vicieux du trouble du sommeil, parce qu'on se met tellement la pression qu'en fait, c'est contre-productif, on n'y arrive pas. C'est le fait de se dire comment je viens soutenir mon corps, mon organisme, pour que lui puisse mettre en place la fonction sommeil. Et alors, ça paraît peut-être rien, mais ça change tout. Ça change tout. Et c'est ça qui fait toute la différence entre j'ai l'impression d'avoir tout fait pour mon sommeil et j'ai pas de résultat, et j'ai vraiment une feuille de route pour mon sommeil et ça change. Et là, je redors. C'est parce que on a changé, tu vois, c'est un petit peu comme si on avait changé la lunette ou les lunettes avec lesquelles on observe son sommeil. Et c'est ce qui fait aussi toute la différence. Alors là, je sais que ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu dans la théorie du sommeil, mais après, on va rentrer dans le concret, bien sûr, avec des conseils. Mais comme ça va rentrer dans ce cadre-là, autant qu'il soit posé. C'est le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir et entendre autour du sommeil, eh bien, ça ne concerne que la partie émergée de l'iceberg. C'est que le haut de l'iceberg. Ça va être justement concentré sur le sommeil. À quelle heure je me couche, faites attention à pas boire de café à 21h, et puis détendez-vous. Ça me fait une belle jambe parce que c'est justement ce que je ne peux pas faire. Or, ce qui fonctionne et ce qui correspond du coup à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire s'intéresser au corps, tu vois, au terrain, à sa propre santé, à sa propre sa propre vitalité aussi, eh bien, c'est que là, on va aller explorer la partie immergée de l'iceberg. On va aller chercher le bas. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Je prends souvent l'exemple avec la lumière. On ne voit pas tout le spectre lumineux, d'accord? On ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Pareil pour les sons. Il y a des sons que les chiens, les animaux, ils vont entendre, nous pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Eh bien, il faut arrêter de considérer que on ne va regarder que ce qui se voit, et puis le reste, vu qu'on ne le voit pas, ça n'a pas d'importance.
Non, non. Et dans tout ce qu'on va pouvoir détailler par la suite et les conseils qui émergent de tout ça, on va se rendre compte à quel point, eh bien, on ne le voit pas directement et pour autant, c'est lié. Et donc, quand on joue dessus, eh bien, le sommeil, il change. Ouais, donc en gros, quand on a des problèmes de sommeil, parfois il faut juste s'intéresser à sa santé globale et pas juste à son sommeil en fait. Il faut s'intéresser à être en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, naturellement, on aura un corps qui aura envie de bien dormir en fait. En gros, c'est ça? Il aura envie et pourra, surtout il Il pourra. pourra, ouais. C'est exactement ça. Il faut arrêter de chercher le sommeil. Il faut chercher la santé et de là va Ça, c'est découler le sûr. sommeil. Je pense que c'est une phrase qui est très importante, effectivement. Quand on s'intéresse au cycle, au sommeil en général, donc moi je m'y intéresse aussi beaucoup, on regarde du coup, alors moi j'ai suivi un peu, je traque un peu mon sommeil, donc pour en reparler un peu plus tard si c'est bien ou pas bien. Et donc on a des cycles du sommeil avec des différentes phases. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, notamment est-ce qu'il y a des phases qui sont particulièrement importantes pour la récupération, pour la mémorisation, température de la mémoire justement. Quels sont ces grands principes sur les cycles du sommeil et pourquoi c'est important de les respecter? Alors, tout est intéressant dans le sommeil. Il n'y a rien qui est là au hasard, hein, comme tout dans le corps. Hein, au bout de 3,5 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre, il y a eu un sacré paquet d'essais-erreurs. Donc, on peut considérer que les choses, elles se sont mises en place parce que ça fonctionne, en fait. Si on a tout ça aujourd'hui, c'est parce que ça fonctionne. Et donc, rien n'est laissé au hasard. Alors, pour resituer, tu as tout à fait raison, il y a plusieurs phases qui s'enchaînent dans le sommeil. Au bout de plusieurs phases, on va se retrouver à boucler un cycle. Et ensuite, il y a un micro-réveil qui est tout à fait normal, dont on ne se rappelle pas, et qui permet au corps de repartir dans un nouveau cycle. Donc, on va enchaîner comme ça, entre 4 et 6 cycles par nuit de sommeil. Et ce qui est assez marrant à constater, c'est que, eh bien, ils vont pas être exactement identiques entre le début et la fin de nuit. C'est-à-dire qu'en début de nuit, on va aller chercher beaucoup plus de sommeil très récupérateur au niveau plutôt corporel, immunitaire, les fonctions vraiment de régénération du corps. Et puis, en fin de nuit, on va aller chercher plutôt le sommeil qui correspond au sommeil des rêves et qui est le sommeil plutôt de régulation émotionnelle. Donc, c'est vrai que d'un point de vue évolution, c'est très marquant, c'est très intéressant parce que notre cerveau émotionnel, il est arrivé après la nécessité pour le corps déjà d'être en bonne santé et de pouvoir être suffisamment régénéré pour survivre. Donc, on entend souvent parler des phases de sommeil lent, avec le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, et puis le sommeil paradoxal. Donc ça, ce sont le sommeil des rêves, principalement. En sommeil lent profond, c'est là où on va chercher la régénération. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que il faut pas se dire, moi, je voudrais que du sommeil lent profond, en fait. C'est qu'on a besoin de tout. Et le corps, il va tout visiter. Donc, quand on s'endort, hop, il va aller visiter toutes les phases, il va vraiment descendre en sommeil lent profond, puis après, il va remonter, hop, micro-réveil, et puis il va redescendre. Et c'est cette alternance des phases qui constitue ce qu'on appelle la vraie bonne qualité du sommeil. Donc, il y a la quantité, le nombre d'heures qu'on va dormir, donc le nombre de cycles qu'on enchaîne, et la qualité. Est-ce que je vais visiter suffisamment chacune des phases de sommeil? Et du coup, est-ce que ça apporte à mon corps tout ce dont il a besoin? Et c'est pour ça que quand on vient soit négliger un petit peu cette plage de sommeil, et qu'on vient se dire, je dormirai plus tard, j'ai tellement de trucs à faire, je m'endors à minuit, mais je mets mon réveil à 6 heures, on passe à côté d'un cycle. On a loupé le train, comme on dit. Alors, on peut louper le train du soir de l'endormissement, et puis on peut aussi un petit peu raccourcir sa nuit et manquer d'un cycle sur le matin. Quand on manque d'un cycle sur le matin, on manque beaucoup de sommeil paradoxal, d'accord? Et donc, forcément, ça va avoir des répercussions sur la façon dont on va se sentir en journée et possiblement sur notre capacité à nous endormir le soir. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte dans sa globalité. Quand on parle de sommeil, on parle souvent de quantité. Je pense que c'est important aussi de parler de qualité du sommeil. Est-ce que, d'après toi, on pourrait, par exemple, dire, on pourrait essayer d'optimiser son sommeil pour dormir moins, mais dormir mieux? Est-ce que c'est possible pour toi, à ton avis? Alors, c'est une grande question et c'est un grand débat qu'on avait notamment avec Leonardo Pelagotti, que tu connais sûrement, qui parle beaucoup de respiration et qui était très intéressé par cet aspect-là. Il y a deux réponses à ça. C'est-à-dire que
il y a plein de choses dans notre quotidien qui vont apporter de la récupération, qui vont apporter de la ressource, comme je le disais. Par exemple, si on fait une pratique de yoga nidra, si on fait des pratiques méditatives, si on fait des siestes, voilà, basique, eh bien, forcément que la nuit, notre corps, il va pas avoir la même faim de sommeil et le même besoin de sommeil, d'accord? Donc, ce qui veut dire que on pourrait se permettre de dormir possiblement moins, et puis qu'on aurait quand même un bon sommeil. Maintenant, c'est très difficile de savoir ça avec notre conscient. Et c'est en ça où l'exploration qu'on peut faire de notre corps humain, et c'est un enseignement que ça nous donne. C'est-à-dire que nous, avec notre conscience, on voudrait un peu tout contrôler et se dire, bon, moi j'aimerais bien que sur 24 heures, je dorme un petit peu moins, comment je peux faire pour optimiser ça? Mais en réalité, le vrai besoin de sommeil de notre corps, il n'y a que notre corps qui le connaît. Si on est en train de couver un truc, même si on n'est pas symptomatique, il a besoin de plus de sommeil. Si on a fait des efforts physiques plus que d'habitude, il a besoin de plus de sommeil. Si on a eu à gérer émotionnellement des choses importantes, il a besoin de plus de sommeil. Si on est dans des phases de changements hormonaux, à l'adolescence, pendant la grossesse, etc., besoin de plus de sommeil. Et qu'est-ce qu'on en sait de tout ça, vraiment? Tu vois? Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour optimiser la qualité du sommeil, juste couchez-vous à la bonne heure, dans le sens ne luttez pas contre votre sommeil, respectez votre rythme chronobiologique, on pourra s'y arrêter après si tu le souhaites, et puis après, laissez suffisamment de temps à votre corps et lui, il va faire son job. Ouais, hyper intéressant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, le sommeil, c'est un peu le pilier de la santé le plus maltraité par notre monde moderne. Alors, moi, je parle beaucoup d'alimentation sur ma chaîne et clairement, c'est pas aujourd'hui où on mange le mieux. On va dire le monde moderne n'est pas forcément le meilleur monde pour bien manger. Mais j'ai l'impression que le sommeil, c'est presque pire, en fait. Quand on regarde un peu le style de vie qu'on a, l'environnement qui nous pousse à nous coucher super tard, Netflix, les notifications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est fait pour inciter les gens à se coucher tard, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis super d'accord avec ça. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo, là, une courte vidéo d'une dizaine de minutes, justement, où j'abordais le sujet sur ma chaîne, où je disais, mais en fait, on se rend pas compte à quel point les films, les séries, les livres nous font passer pour, comment dire, nous font passer pour des gens qui sont complètement à côté de la plaque lorsqu'on veut vraiment prendre soin de son sommeil. On passe un peu pour des hurluberlus, à faire des trucs un peu chelous. Ah, mais tu regardes pas les écrans le soir, ou tu fais ci, tu fais ça pour ton sommeil. Parce que c'est tellement à contre-courant de ce qui se passe dans notre société moderne qu'on a l'impression d'être à part, d'être complètement marginal. Et en étant marginalisé, parfois ça peut être tellement dur à vivre qu'en fait on se remet à avoir des habitudes qui pour autant sont délétères pour sa santé, pour son sommeil, juste pour être dans le moule. Et donc c'est en ça où ce que tu dis, et merci vraiment de soulever la question et de soulever le sujet, parce que plus il y aura d'informations sur le sujet, plus il y aura de personnes qui vont intégrer aussi les bonnes habitudes, ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, et plus ce sera facile. On rentrera dans un cercle vertueux. Pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et tu as raison de faire le comparatif avec l'alimentation, parce que vraiment, on est dans le même schéma. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on mange à l'extérieur, quand on mange au restaurant, en fait, t'es super mal vu si t'amènes ta gamelle avec ton bout de viande et tes haricots verts et que tu dis non, moi, vos frites et votre burger, ça m'intéresse pas trop. Là, c'est un peu pareil. Non, moi, les réunions à 21h le soir, non, en fait. Non, en fait, je vais pas non plus aller à la salle de sport à 21h parce que je sais que ça va endommager mon sommeil. Et puis, je vais pas manger comme ci, puis je vais faire attention à ça. C'est pas que je veux m'infliger des trucs horribles. C'est juste qu'en fait, je le fais pour justement me sentir bien, et parce que je mise sur ça aussi pour me sentir bien sur le long terme. D'accord? C'est bien beau de vivre jusqu'à 100 ans, mais si on vit de 70 à 100 ans en maison de retraite en n'étant pas autonome, ça sert à rien. Donc, il faut aussi penser à sa longévité. C'est pas parce que là, tu vois, on est tous les deux probablement autour de 35-40 ans, notre génération, qu'il ne faut pas penser à la suite, ça se travaille dès maintenant, en fait. On sait que les maladies neurodégénératives prennent racine en partie. Enfin, c'est même pas en partie, c'est à 80%. Ça a un pied dans l'alimentation, un pied dans le sommeil.
Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc oui, tu as tout à fait raison. Il faut passer au-dessus de ça. Pour passer au-dessus de ça, il faut comprendre. Et c'est en ça où les podcasts tels que le tien et tels que le mien autour de ce type de sujet sont, à mon avis, vraiment d'intérêt général, dans le sens où ça permet de diffuser de l'information. Et chacun, avec cette information, peut faire des choix plus éclairés pour son quotidien, mais aussi pour ses enfants, pour tout le monde finalement. Ok. Pour aider un peu les gens justement à y voir plus clair sur comment avoir un bon sommeil, on peut peut-être parler un petit peu justement des routines à mettre en place. Alors je dirais le soir, mais en fait non. La journée, on va dire dans une journée entière, c'est quoi un peu les bonnes habitudes à prendre dès le lever, donc dès qu'on commence la journée? Quelles sont les bonnes habitudes pour toi qui vont nous aider à avoir plus tard un bon sommeil? Ou autrement dit, comment préparer sa journée idéalement pour avoir un bon sommeil le soir? Alors, au-delà de la partie de qu'est-ce que je mange et puis comment je viens soutenir mon système nerveux, hormonal, etc., juste d'un point de vue organisation dans sa journée, il y a des choses à penser. Le sommeil, il va se préparer dès qu'on met un pied le matin en dehors du lit. Donc, à quel moment je vois la lumière naturelle? À quel moment j'expose mon corps à l'extérieur, en fait, que je lui donne la bonne information? À quelle heure je mange tout au long de la journée? À quelle heure le soir, justement, je vais tamiser les lumières puis les couper? À quelle heure je suis dans l'interaction avec l'autre? Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux à 23h avec le système dopaminergique super activé parce qu'on est là, on attend, il y a les notifications, les machins et tout? Et pourquoi on se pose toutes ces questions? Parce que ça répond aux besoins primaires de synchroniser notre horloge biologique. Notre horloge biologique, c'est un petit endroit dans le cerveau au niveau des noyaux suprachiasmatiques qui orchestre tout ce qui se passe pour nous. Qui va orchestrer nos productions hormonales, qui va orchestrer à quel moment je vais produire mon hormone de l'éveil, de la vigilance, mon hormone du sommeil, mais aussi l'hormone de la faim, l'hormone de la satiété, l'hormone de croissance. Tout est orchestré par notre horloge biologique. Elle tourne certes sur 24 heures, mais pas exactement 24 heures. Et puis, elle va avoir tendance à se dérégler un tout petit peu, en tout cas à se décaler, parce que justement, elle n'est pas sur 24 heures pile. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est ça? L'alternance veille, 24 heures, le rythme circadien. éveil. Ouais, Ok. complètement. Sur 24 heures, c'est le rythme circadien. Après, des rythmes, il y en a plein. Les rythmes à l'intérieur de la journée s'appellent les rythmes ultradiens. Après, bien sûr, il y a le rythme mensuel, donc menstruel pour les femmes. Il y a bien sûr les rythmes qui sont beaucoup plus larges, entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Il y a le rythme saisonnier. Chez les animaux, on va avoir, tu vois, l'hibernation. Ce sont des rythmes aussi tout au long de l'année. Donc, les rythmes, la nature, elle fait que ça. Nous, notre rythme, il est sur 24 heures. Donc, pour bien synchroniser notre horloge biologique et qu'on puisse produire notre hormone du sommeil, la mélatonine, au bon moment, et baisser notre hormone de l'éveil au bon moment, ça va de pair, puisque l'un inhibe l'autre, eh bien, il va falloir lui donner les bons signaux. Et donc, la lumière en fait partie. Donc, le matin, on s'expose à la lumière naturelle, on va dehors, on marche, on active son corps. C'est le bon moment pour aller faire du sport, pour faire une douche froide, pour prendre un bain froid. C'est le bon moment pour être dans j'active mon métabolisme à fond. Okay. En fait, grosso modo, le matin, on s'expose au soleil pour que la lumière dise à notre corps, en fait, c'est le matin. C'est l'air bête comme ça, mais c'est le matin. Et on calme du coup l'hormone du sommeil, active l'hormone de l'éveil pour qu'on soit justement synchronisé avec notre journée. Ça a l'air bête de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se synchronisent pas avec l'extérieur. Par exemple, les gens qui se lèvent et qui directement vont dans leur voiture et après arrivent au bureau avec des néons au niveau de leur lumière. En fait, ils ont très peu vu la lumière du jour et leur corps, entre guillemets, ne sait pas trop que c'est la journée. C'est ça, en fait. Oui, alors avec la lumière, on va quand même savoir que c'est la journée, mais on peut avoir du mal à se repérer dans sa journée. Et les heures du matin, elles sont très importantes justement pour se repérer parce que le spectre lumineux et l'intensité lumineuse va parler dans nos yeux, va parler à notre cerveau. Nos yeux, faut pas l'oublier, c'est la partie immergée de notre cerveau. Ça fait partie du cerveau. Donc en fait, on a des neurones à mélanomycine au niveau de l'œil qui va capter plein d'informations que nous, on ne conscientise pas, mais qui sont transmises et qui disent « Ah, mais là, c'est tellement intense et la lumière est tellement blanche, ok, c'est le matin. » En revanche, si on est tout le temps exposé à la même lumière ou si on est peu exposé à la lumière, ça brouille les pistes. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et ça l'est autant le matin que le soir. C'est-à-dire que si le soir, on est exposé à une lumière intense,
blanche. Et puis, sans que ça puisse décroître, eh bien, notre corps, ça lui brouille les pistes. Il va se dire, mais pourquoi j'arrêterais de produire mon hormone de l'éveil, alors qu'en fait, on me demande d'être éveillé, il fait jour. Oui, alors qu'aujourd'hui, justement, beaucoup de gens chez eux, ils sont exposés à la lumière très blanche, qui contient la lumière bleue, donc qui va dire en fait c'est la journée, alors qu'en fait c'est le soir. Donc il y a un bug au niveau du cerveau en fait, quoi. Oui, alors après, heureusement, le cerveau, il est quand même très adaptable et il va faire les choses, en tout cas pendant un certain temps. Il va essayer de composer autour de ça. Et puis, avec la fatigue, ce qu'on appelle la pression de sommeil, souvent, on va pouvoir s'endormir. Et donc, souvent, même quand on maltraite notre horloge biologique à l'adolescence ou dans la vingtaine, le corps, il essaye de composer. On a une telle production de mélatonine que même si on la produit plus tard, parce que c'est pas qu'elle est anéantie par la lumière, c'est juste que elle est pas produite quand il fait jour, ouais. Elle va être produite quand il fait nuit, donc elle va juste être retardée. Donc ok, le corps, il va jongler un petit peu avec tout ça. Sauf que c'est un peu dur à dire parce que c'est très tôt. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ah mince, à partir de 30 ans, la production de mélatonine commence à décroître, de façon significative. Donc là, quand on maltraite notre horloge biologique, c'est plus la même. C'est plus la même. Donc, si on veut une production conséquente de mélatonine et si on veut qu'elle arrive au bon moment et pas 2 heures après qu'on soit couché à tourner en rond dans le lit, eh bien, il faut faire attention à la lumière. Donc ça, c'est vraiment un signal très important, la lumière. Et c'est pas dur à mettre en place. C'est-à-dire que sortir 10-15 minutes le matin, 20 minutes si on peut, faire le tour de son pâté de maison à pied avant de partir au boulot, pour la majorité des gens, c'est possible. Ou aller à son travail à pied, pour la majorité des gens, c'est possible aussi. Et le soir, tamiser les lumières, chez soi, avoir plutôt des lumières qui vont être oranges, qui vont tirer vers un peu comme la lumière un peu du feu, en fait, la lumière d'un coucher de soleil. Eh bien, c'est pas compliqué de mettre ça en place. Ça me bute les gens qui ont chez eux le soir, genre vers 21h, 22h, des lumières ultra blanches. Je ne sais pas comment ils font. Alors que moi, j'ai tellement besoin d'avoir une lumière tamisée le soir, une lumière douce et, comme tu disais, orange. Les gens, quand je me prends dans la rue et je vois des appartements avec une lumière blanche mais pétante, avec des néons ou des lumières genre ultra fortes, je ne sais pas comment les gens y font, quoi. Pour moi, c'est un non-sens absolu, quoi. Non, mais complètement. Et les gens qui vont travailler, tu vois, jusqu'à 20h30, 21h dans les grandes surfaces. Avec les néons des grandes surfaces, tu rentres chez toi, tu peux pas t'endormir avant facilement 3 heures après, en fait. C'est difficile. Oui. Mais, donc on a parlé... les écrans, ouais, juste pour terminer sur ça, les écrans font la même chose. Donc, ça sert à rien de tamiser complètement chez soi et puis d'être devant son écran, son téléphone ou son ordinateur comme ça. Alors après, on peut dire oui, mais il y a plein de raisons qui font que moi si, mon travail, etc. Il y a plein de choses qu'on peut entendre, mais en tout cas, il faut tendre vers quelque chose et faire au maximum. Et quand on peut pas, on peut mettre des lunettes. Les lunettes, là, attends, je les montre. Je les ai là, je crois. Des lunettes qui vont bloquer la lumière bleue. Quand tu les mets, ça fait ça fait de l'orange, en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors après, il y a plusieurs marques qui font ça et il faut juste y penser. Et puis après, il y a des filtres aussi. Et puis, on peut inverser les couleurs sur son téléphone, sur son ordinateur, passer en fond noir plutôt qu'en fond blanc. Donc, il y a quand même des astuces qui permettent un petit peu quand on n'a pas le choix de composer. Mais l'idée, c'est de tendre vers pas d'écran le moins possible, parce qu'il y a un autre enjeu des écrans. Et c'est important de le dire aussi dans cette notion de signal qu'on envoie à notre cerveau. Je l'avais un petit peu ébauché tout à l'heure. C'est le fait de dire quand est-ce que je suis en lien avec le monde extérieur. À un moment donné, si je suis sur mon téléphone à 23h, ou si je travaille, ou que je chatte, ou que je suis en train de faire plein de choses à 22h, à 23h, quel message est donné à notre corps ? Est-ce que c'est un message de « il faut ralentir » ? Absolument pas. C'est un message de « garde-moi éveillé ». Donc, on stimule la vigilance, l'hypervigilance. Et c'est souvent là qu'à un moment donné, nous, on coupe en se disant « bon, là, il est minuit, ok, je coupe ». Et là, on aimerait que notre système nerveux, il se coupe aussi avec le bouton « off ». Sauf que ça marche pas comme ça. Et non, il va falloir l'accompagner. Et c'est là où les rituels du soir, par exemple, la routine du soir, peut être extrêmement intéressante pour faire justement ce sas de décompression et puis amener le corps vers le sommeil. Ok, là maintenant on ralentit. Et c'est pas juste ralentir, juste une vue de l'esprit, on ralentit dans le corps. Justement, donc au-delà de la lumière que tu évoquais,
au-delà de l'exposition à tout ce qui est réseaux sociaux, discussions, etc., on diminue. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire concrètement dans une journée pour aider le corps à mieux dormir le soir? Oui, les repas, du coup. D'accord, ouais. Les heures des repas, si dans la mesure du possible, il faudrait que ce soit des horaires réguliers, parce que ça aide à bien synchroniser son horloge biologique. Et pas trop tard, j'imagine? Et puis voilà, dîner le plus tôt possible, qu'on ne soit pas en pleine digestion au moment d'aller se coucher. Et au-delà de ça, dîner tôt, ça permet d'avoir un vrai repos digestif. Et ça, c'est très important. Pas de façon directe pour s'endormir, par exemple, mais de façon indirecte dans le sens où un bon repos digestif permet une bonne régénération du corps, permet aussi d'allouer toutes les ressources à autre chose qu'à digérer, qui prend beaucoup de ressources. Le système digestif, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, et t'en parles sûrement bien plus et bien mieux que moi, mais il prend beaucoup d'espace, il prend beaucoup d'énergie. Donc à un moment donné, si on fait que manger tout le temps, grignoter tout le temps, et qu'on grignote encore avant d'aller se coucher, quand est-ce que le corps il a le temps de faire autre chose que de digérer? Et on n'oublie pas que le sommeil, l'idée, c'est vraiment la régénération, la récupération du corps. Donc, il ne faut pas qu'il soit occupé tout le temps à manger. Donc, on ne mange pas la nuit. On ne mange pas la nuit. Même si on se réveille et qu'on a l'impression d'avoir faim, c'est un indicateur que probablement notre glycémie, elle fait le yo-yo et qu'il y a des choses à réguler en journée. Mais on ne va pas se ruer sur un paquet de gâteaux, sur un lait-miel ou sur je ne sais trop quoi, parce que souvent, c'est ce qui passe au milieu de la nuit. Donc, non. Physiologiquement, c'est pas normal d'avoir faim en pleine nuit. C'est que soit on a mal mangé le soir, pas assez d'un point de vue quantité ou qualité de nourriture, ou c'est parce que justement, comme tu le dis, on mange une alimentation qui est pas optimale. Par exemple, une alimentation qui va être très riche en sucre, donc qui va nous faire augmenter notre glycémie, et s'endormir avec une glycémie élevée, ça va forcément poser des problèmes sur la qualité du sommeil, clairement. Bah, c'est une alerte, hein, ça crée des micro. Ouais, tout à fait. Ok, donc là, pas manger trop tard. En termes justement de type de nourriture, est-ce que tu as des recommandations là-dessus pour favoriser un bon sommeil? Alors, sans trop de surprise, une alimentation anti-inflammatoire, bien sûr. Tu m'aurais dit alimentation ultra transformée. Je t'aurais peut-être pas cru. On aurait coupé le podcast, en fait, c'est plus possible. Non, bien sûr, une alimentation anti-inflammatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil, il va être impulsé par... Je vais vous donner les 4 grands piliers, d'accord? Donc, il va être impulsé par par le fait que ces 4 grands piliers puissent se mettre en place. Et d'une, ça va être le système hormonal, le système nerveux. Est-ce qu'on est au top avec ça? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est capable de ralentir? Voilà, aussi bête que ça. On en a déjà parlé sous certains aspects. Il y en a d'autres qu'on pourrait développer. Est-ce que, en termes de charge mentale et en termes d'activité mentale, je suis aussi en train de ralentir? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai ce sas de décompression? Est-ce que j'ai posé suffisamment de choses sur ma to-do list pour me vider la tête? Est-ce que j'exprime suffisamment mes émotions pour éviter qu'elles me rongent de l'intérieur au moment du coucher, etc., etc. Ça, c'est le 2e pilier. 3e pilier, il ne faut pas que le stress oxydatif soit trop important. Sinon, le travail au niveau des synapses, au niveau des neurones qui impulsent le sommeil, parce que c'est de ça dont il s'agit, eh bien, ils peuvent pas faire leur travail correctement non plus. Donc, le stress oxydatif doit être vraiment limité, régulé au maximum. Et il y a plein d'outils pour ça. Et le 4e pilier, on y arrive à l'inflammation, c'est qu'il faut réguler l'inflammation. Et ce qui se passe dans nos sociétés modernes, c'est qu'en fait, la grande majorité des gens, et pour le coup, ça a été mon cas aussi, hein, très clairement, quand je souffrais de troubles du sommeil, c'est parce que mon hygiène de vie était déplorable et j'étais en grosse inflammation chronique, sans vraiment le savoir. Enfin, mon sommeil me le disait, mais je ne pouvais pas faire le lien à cette époque-là. Et donc, il faut régler cette inflammation. Une inflammation chronique ou une inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation chronique, mais qu'on n'a pas l'impression qu'elle est là. Elle est invisibilisée, en fait. Elle est là, mais on ne la voit pas parce qu'elle ne s'exprime pas par des choses aiguës. Par exemple, si on a des maux de dos très importants, on sait qu'on a mal au dos. On sait qu'à cet endroit-là, il y a une inflammation. Si on s'est tordu la cheville, si on s'est cassé un truc, on sait que notre corps, il est là en réparation. Une inflammation de bas grade, eh bien... c'est là, donc ça peut être au niveau digestif, au niveau du ventre, hein, ça peut être, c'est souvent là, lié à l'alimentation, mais l'inflammation, elle peut être aussi cérébrale, au niveau du cerveau.
malheureusement. On peut parler des métaux lourds, on pourrait évoquer d'autres choses aussi. Et donc, s'il y a inflammation, il n'y a pas sommeil. Déjà parce que la température est trop élevée. Et que quand on parlait des jolis cycles de sommeil tout à l'heure qui s'enchaînent, et bien pour que ça s'enchaîne, il y a une régulation de la température en fait au niveau du cerveau, et c'est ce qui permet l'enchaînement des phases de sommeil. Et donc quand cette régulation ne se fait pas correctement, on n'arrive plus à passer d'un cycle à un autre. Donc ça, c'est très important. Ce qui fait que gérer l'inflammation et donc avoir une alimentation anti-inflammatoire et une alimentation aussi où on va apporter beaucoup d'antioxydants, c'est une alimentation sommeil. Ok, hyper intéressant. Donc on a parlé d'alimentation. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'activité physique? Quelles sont tes recommandations sur l'activité physique? Par exemple, si je finis le travail à, je sais pas, 19h, 19h30, et qu'ensuite je vais à ma salle de sport de 20h à 21h, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, si tu y vas pour faire de la marche sur un tapis et à 4 km/h, j'ai envie de te dire, bon, écoute, pourquoi pas. Sauf que les néons dans les salles de sport, ils sont quand même assez intenses. Ouais. Non, plus sérieusement, pour répondre réellement à ta question, tu as tout à fait mis le doigt sur l'élément important, c'est-à-dire que l'horaire va compter, mais l'intensité va compter aussi. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau, souvent, ils vont pas bien dormir. Ils vont pas bien dormir parce que comment on peut dire, l'activité physique en hyper intensité et de façon très importante, avec des heures et des heures et des heures d'entraînement et de compétition dans la semaine, c'est pro-inflammatoire. Donc, le fait d'être en surentraînement peut être délétère par rapport à son sommeil. En revanche, le fait de ne pas faire du tout d'activité physique est très délétère pour son sommeil aussi. J'allais dire encore plus, je ne saurais pas l'évaluer, mais est très délétère aussi parce que nous sommes des êtres de mouvement, le corps a besoin de bouger, ça facilite l'élimination des toxines, ça facilite la régulation de ce qui se passe aussi au niveau hormonal, et puis ça permet aussi de réguler le système nerveux. Souvent on dit, quand je fais du sport, je me sens vachement mieux après, je me suis vidé la tête, etc. Donc, l'activité physique, oui, il faut tous les jours, il faut sortir, il faut aller marcher, il faut courir, il faut mettre son corps en mouvement. Un corps en mouvement, un corps souple va aussi être un esprit en mouvement et un esprit souple. Et donc, tu vois, par rapport à ce que je disais au tout début de notre épisode, Wilfried, quand je te disais les gens qui sont ultra dans le contrôle et dans le manque de lâcher prise, c'est parce que souvent on manque de souplesse, en fait. Donc bon, bref, on pourrait aborder. C'est un sujet qui est passionnant. On pourrait s'y arrêter longtemps, mais là je vais passer. Donc l'intensité, la quantité d'activité physique et l'horaire. Eh bien, si on fait du sport trop tardivement le soir, et ça va dépendre de l'heure à laquelle on se couche. Si une personne se couche à 22h, c'est pas pareil que si on se couche à minuit. Au niveau de l'heure, de la dernière heure possible pour faire du sport, j'entends. Mais il faut que le corps puisse redescendre. À la fois au niveau métabolique, tu vois, on se met dans un état de vigilance quand on est dans le sport. Tout revient à la même chose, tu vois, là, vraiment, ça recoupe. Mais quand on fait du sport, on demande à notre corps d'être en état de vigilance. On donne beaucoup, on est très actif. On n'est pas du tout en train de ralentir. Donc, ça veut dire qu'après, il va falloir du temps pour redescendre. Et pareil pour la température. Le fait de faire du sport fait augmenter la température corporelle. Et donc, c'est pareil, c'est pas favorable au sommeil. Il faut que la température baisse pour que la porte vers le sommeil puisse s'ouvrir. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, je fais souvent du sport autour de midi, autour de midi, on va dire. Et grâce à ma montre connectée, donc j'arrive à suivre un peu mon rythme cardiaque, mon niveau de stress, etc. Et je vois que je redescends à un niveau relativement normal, mais que de très, très longues heures après, ça va être en général, quand je finis mes séances vers 13h, ça va être peut-être vers 17, 18h, je commence à retrouver un niveau normal. Après, je fais du crossfit aussi, donc c'est un sport qui est assez intense. Mais c'est pour dire en fait que le corps a une grosse inertie et ça met des heures en fait à retrouver un niveau normal. Donc, ceux qui font du sport le soir autour de 20h, j'ose même pas imaginer en fait dans quel état ils se couchent. En fait, leur corps n'est pas totalement en mode repos et je pense qu'ils n'ont pas un sommeil hyper réparateur en fait. Je pense. Ouais. Souvent, c'est l'endormissement qui pêche à ce moment-là. C'est Ouais. l'endormissement, justement, le corps est trop dans l'éveil. J'ai deux petites choses à dire là-dessus, si tu Vas-y. La première, c'est que j'avais juste une petite anecdote. J'avais une personne un jour que j'ai accompagnée et qui faisait de l'apnée à 21h le soir.
De l'apnée, pas du sommeil, du coup, de l'apnée en piscine ou voilà, en plongée, quoi. Non, Ok. pas de l'apnée du sommeil, qui faisait de l'apnée justement en tant qu'activité Ok. tu vois, sportive. Donc, du coup, il nageait. Et en fait, il nageait. Et après, il faisait de l'apnée. Donc, il travaillait son apnée. Et c'était ultra stressant pour son corps. Et donc, après, il mettait des heures à redescendre et à pouvoir s'endormir. Donc, en fait, c'est jamais le jugement de l'activité sportive en elle-même. C'est juste à quel moment on la place et qu'est-ce que ça nous fait. Et puis après, c'est pareil. Il y a certaines personnes qui vont dire, bah, moi, je fais du sport le soir, mais ça m'a jamais empêché de m'endormir. Bah, j'ai envie de dire tant mieux, tu vois, je vais pas dire à ces personnes-là, bah, arrête le sport ou fais-le un autre moment, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que il faut quand même vraiment toujours corréler ce qui se passe à ce qu'on ressent. La personne qui a pas du tout de problème de sommeil et qui fait du sport le soir, bon, bah, c'est que son métabolisme arrive à redescendre très très rapidement, tant mieux pour elle. Par contre, si un jour elle commence à avoir des difficultés de sommeil, bah, on pourra pointer le doigt là-dessus. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que pour les personnes qui vont dire, bah, en fait, c'est le seul moment le soir où j'ai le temps de faire du sport, sinon je pourrais jamais faire de sport. Eh bien, il y a une astuce que je peux vous donner qui va vous aider à redescendre, même si l'idée c'est de le faire le moins possible, mais bon, voilà, des fois, mieux vaut faire ça. Je pense notamment il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des journées, tu vois, super chargées, récupérer les enfants le soir, etc. On couche les enfants à 20h, et là on se dit, ok, là j'ai besoin d'aller courir une demi-heure parce que c'est le seul truc qui me fait du bien le soir, en fait, tu vois. Ouais. Eh ben, c'est aussi important parce qu'il faut pouvoir se sentir bien. Il faut aussi pouvoir se nourrir sur d'autres plans. Et donc, le conseil que je leur donne, c'est après l'activité sportive, c'est là où on fait vraiment un gros break. Juste après, pas 20 minutes après, pas une demi-heure après, juste après. Donc, on rentre chez soi, on a fait sa demi-heure de footing, on rentre chez soi, on déplie son tapis de yoga, de sport, de machin, on s'allonge sur le ventre, sur le dos. Sur le ventre, j'aime bien parce qu'il y a le côté proprioception au niveau du ventre qui est assez intéressant, mais peu importe. On s'installe confortablement, on met son chrono sur 7-10 minutes et on respire. Une respiration lente, profonde, par le nez, et on vient tout de suite réguler son système nerveux. On vient tout de suite envoyer le message, c'est fini. Et les résultats, ils sont assez impressionnants. On va redescendre beaucoup, beaucoup plus vite. On peut même mettre, tu vois, une petite musique calme, peu importe. Et après, on va se doucher et après, on fait ce qu'on a à faire. Eh bien, vraiment cette régulation-là du système nerveux, ça peut permettre justement de pouvoir s'endormir beaucoup, beaucoup plus vite le soir. Et oui, pour calmer le corps et l'esprit, ouais. Je rebondis sur un truc que tu as dit là, qui est intéressant. Tu parlais d'un exemple d'une personne qui faisait du sport le soir et qui, pour cette personne, bah, tout se passait bien. Elle pouvait dire, bah, moi, j'ai pas de problème pour dormir. Dans ma tête, ça a éveillé une question toute bête, mais je pense qu'elle est importante néanmoins, c'est comment savoir si on dort bien. Oui, mais c'est une très bonne question. Parce qu'il y a des gens en fait qui disent, bah, a priori, j'ai pas de problème de sommeil. Mais en fait, physiologiquement, ils peuvent avoir un sommeil agité qui ne respecte pas les différentes phases et différents cycles qu'on a évoqués tout à l'heure. Et je pense que c'est pas une question, enfin, dites-moi si je me trompe, mais qui est pas si simple à répondre en fait. Comment savoir si on a vraiment un bon sommeil réparateur et de qualité? La réponse que je vais te donner, elle va être relativement simple. C'est selon comment on se sent le lendemain. Il y a 3 critères en fait. Si, quand on se réveille le matin, on se sent bien pour démarrer sa journée, qu'on n'est pas complètement dans le brouillard, qu'on met pas une demi-heure pour émerger, à se forcer à sortir du lit, etc., c'est déjà un bon indice. Deuxièmement, si on n'est pas somnolent en journée, c'est-à-dire que si toute la journée on somnole, si par exemple on se dit oh là là, j'ai un grand trajet en voiture, je sens que je vais devoir m'arrêter au bout d'une demi-heure parce que ça me fatigue trop, je somnole, j'arrive pas à me concentrer sur des choses, tout de suite je somnole, ou alors faut que mon attention soit tout le temps ultra sollicitée, sinon je pique du nez. Ça c'est un bon indice aussi, si on se sent en vivacité tout au long de la journée. Et ensuite, le 3e critère, ça va être est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour mener à bien mes projets? C'est-à-dire que si toute la journée, je suis un peu en errance chez moi, que je regarde la télé et que je fais pas grand-chose, bon, bah, je me dis, ouais, je suis pas si fatiguée, mais en même temps, je fais rien. C'est complètement différent de, bah, en fait,
je prépare tel objectif, je sais pas, sportif ou associatif, ou je travaille, j'ai une activité professionnelle et je m'investis pleinement, et puis je fais plein de trucs avec mes enfants, et puis ci et puis ça, et j'ai l'énergie pour ça. Quand on cumule les 3 critères, c'est qu'on dort bien, c'est que notre sommeil tient notre éveil. Si en revanche, il y a un des points où le bas blesse, là, c'est qu'il manque quelque chose. Et ta remarque, elle est très juste. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que le sommeil il est bon. Ça, c'est vrai que les personnes qui vont être en habituation au niveau du café, du cannabis, de l'alcool, elles peuvent avoir l'impression de bien dormir. En réalité, leur architecture du sommeil est complètement altérée. Et donc, elles ne dorment pas bien. Elles vont dormir, mais elles vont être épuisées, avoir des crises d'anxiété, se sentir mal, avoir besoin comment dire, ce que je disais, c'est-à-dire de la somnolence en journée, donc besoin d'une hyper stimulation pour rester en éveil. Là, ça doit mettre la puce à l'oreille. Ok, hyper intéressant. De ton côté, tu as développé justement une méthode en 5 étapes que tu as appelée REVES, R-E-V-E-S, pour aider les gens du coup à mieux dormir. Est-ce que tu peux nous en parler de cette méthode et comment elle marche dans les grandes lignes? Oui, ok. Avec grand plaisir. Effectivement, cette méthode, elle soutient depuis toujours, avant même que je la nomme, elle soutient depuis toujours mon approche autour du sommeil et les accompagnements que je fais, les consultations. Elle est l'essence même des programmes aussi que je peux proposer jusqu'à maintenant. C'est une méthode, c'est une approche systémique du sommeil, telle que je peux la développer avec toi là depuis le début de notre échange. Et elle vient permettre de balayer le sommeil sous tous ses aspects pour que la personne puisse se sortir de ses troubles du sommeil de façon naturelle et de façon durable. Donc, il y a toute une partie de repérage. Le R, c'est pour repérer. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de mettre plein de choses en place quand on n'a pas compris pourquoi son sommeil, à un moment donné, il est troublé. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on dort pas, mais on va piocher des trucs sur Internet, on va faire la même chose que son voisin, que son conjoint ou que son arrière-grand-mère faisait. Mais en fait, on se dit, mince, ça fonctionne pas pour moi, c'est bête. Bon, bah tant pis, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et c'est là où, non, vous inquiétez pas, il y a des choses à faire. Mais pour ça, il faut déjà faire ce travail de repérage. Les gens, parfois, ils arrivent très, très bien tout seuls, surtout avec le contenu que je peux proposer. Certaines personnes m'écrivent en me disant, bon, bah, avec tes podcasts, avec tes vidéos, j'ai compris ce qui se passait, j'ai mis en place ça, je vais mieux, merci. Enfin, voilà, génial, ok. Pour certaines personnes, et puis selon les situations, bien sûr, ça s'explique totalement. C'est plus difficile de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, de repérer. Et donc, c'est là où, quand on me sollicite, moi, je peux, avec un regard extérieur aussi, et surtout avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, de façon empirique, faire des liens, recouper, et puis aider la personne à avancer sur ce sujet-là. Et puis après... Excuse-moi, du coup. Donc, le R, c'est... Donc, on fait une sorte d'état des lieux, en fait, de notre santé globale, de notre ressenti. C'est une sorte de petit bilan de santé, on va dire, quoi. Bah, c'est une anamnèse, hein, très clairement. On fait une anamnèse, et puis on va venir repérer ce qui se passe. Okay. Souvent, on se rend compte que c'est multifactoriel. Souvent, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément... on n'y aurait pas pensé, et puis d'un seul coup, ça fait sens. Donc, c'est un travail qui est à la fois passionnant, mais surtout qui est nécessaire. Ok. Ensuite, ensuite, il va y avoir le fait de venir équilibrer tout ce qui se passe dans notre journée. Et donc ça, finalement, ça revient à l'hygiène de sommeil. Je vais équilibrer ma dépense de ressources avec mes ressources que j'accorde à mon corps. Donc, je vais réguler mon rythme circadien, je vais organiser les choses dans ma journée pour que tout ça se soit bien équilibré. Et s'il faut faire un break en journée, je vais faire le break en journée. Puis, je vais me rendre compte que je dors beaucoup mieux le soir. Je pense par exemple à la sieste, mais ça peut être encore d'autres choses. Et donc ça, cette notion de venir vraiment équilibrer, réguler son horloge biologique, c'est un peu le B à bas. Parce que sur ça, vont pouvoir se mettre des bonnes habitudes autour du sommeil. Donc, on commence par les choses qu'on peut contrôler dans l'immédiat, c'est-à-dire dès ce soir, qu'est-ce que je fais ? Et qui vont aussi apporter des résultats assez rapidement, suffisamment rapidement pour se motiver et se dire, allez, je continue comme ça. Et j'irais même jusqu'à dire, pour certaines personnes, ça suffit. C'est là aussi où c'est intéressant. C'est-à-dire que parfois, juste ça suffit. Et tout va bien derrière. Parfois, ça suffit pas. Et donc, c'est là où on va aller plus loin.
on va travailler sur toute la sphère émotionnelle. Alors, pas comme le ferait un psychologue. Moi, je suis pas psychologue, j'ai pas du tout la prétention de l'être. Mais par contre, on va quand même venir voir ce qui se passe au niveau des émotions. Est-ce que je me valorise suffisamment? Finalement, c'est ça. Est-ce que j'arrive à valoriser ce qui se passe pour moi et mon discours intérieur? Ce qu'on se dit, c'est d'une importance capitale. Ça va influencer nos productions hormonales, ça va influencer la façon dont notre système nerveux travaille, fonctionne, quels neurotransmetteurs je produis, quelles hormones je produis, et donc comment je me sens. Et donc souvent, et ça c'est un des critères aussi, un des traits assez global des personnes qui souffrent de troubles du sommeil, c'est qu'elles ont tendance à beaucoup se dévaloriser, avoir très peu confiance en elles. Très peu confiance en elles, et ça rejoint ce qu'on se disait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que le manque de confiance fait qu'on va être dans un surcontrôle. Parce que qu'est-ce qui se passe si je contrôle plus? Comme j'ai pas confiance en moi, en mes capacités, en la personne que je suis, et souvent que je ne m'aime pas suffisamment, le mot est fort, mais il faut le poser parce que on a besoin de se valoriser, on a besoin de renouer avec soi-même, de se faire confiance, et ça va permettre beaucoup plus le lâcher prise. Donc ça, c'est le troisième point. Et pour certaines personnes, c'est le déclencheur. C'est l'élément qui fait que, ah ouais, ok, mais là c'est bon, je vais être en sécurité avec moi-même. Ça veut dire que je vais pouvoir dormir. Tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne peut pas dormir. Il faut vraiment imaginer, si vous êtes en plein milieu de la forêt tout seul, votre corps, il peut être l'heure de produire la mélatonine, il ne va pas produire la mélatonine, d'accord? Vous allez avoir le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline au taquet, parce que là, vous n'êtes pas en sécurité. En tout cas, vous ne vous percevez pas comme en sécurité, d'accord? Mais la sécurité, ça se décline. Sécurité émotionnelle, financière, familiale, etc., d'accord? Donc, on a besoin d'être en confiance avec soi. Ensuite, il faut établir un lien sain avec son sommeil. Et donc ça va être le deuxième E pour établir. Souvent, on lutte contre son sommeil. On est fatigué le soir, on lutte. Oh non, je vais quand même pas aller me coucher dès maintenant. On n'alloue pas suffisamment de temps à son sommeil. Et puis, on a peur de lui parce qu'on le comprend pas. D'où l'importance de tout ce qu'on a dit au début, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on dort, dans notre corps quand on dort. Donc, on a besoin d'établir un lien sain, de lui laisser de la place, d'avoir confiance aussi que c'est pas à nous d'activer le bouton on-off, à notre conscient, j'entends, à notre intellect. C'est pas à nous qui décidons, en fait. Nous, on met en place pour que ça advienne, et le corps, il fait. Donc, il faut établir ce lien. Et puis après, le S, pour soutenir toutes nos fonctions. Donc, ça ramène à la santé. Soutenir toutes nos fonctions physiologiques, soutenir notre système hormonal, notre système nerveux, notre système immunitaire, et qui fait que le sommeil, il va pouvoir se mettre en place avec force. Et ça, c'est un point qui est commun chez énormément de personnes qui souffrent d'insomnie. C'est-à-dire qu'en fait, le sommeil, il arrive tout timidement. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'en travaillant sur le système hormonal, sur le système nerveux, avec tous les outils qui sont à notre disposition, on va venir faire que le sommeil, ça va être un bulldozer. Tu vois, il arrive le soir, waouh, là, il faut que j'aille me coucher. Je respecte, je vais me coucher, je lutte pas. Et puis, je m'endors. Mais je m'endors. Comme une masse. Ouais. Je me réveille 8 heures après, et hop, la journée démarre. Et ça, non seulement c'est ce qu'on veut, mais surtout c'est ce qu'on peut faire. On peut faire quand le système hormonal il est bien régulé, qu'on peut produire suffisamment d'hormones, parce qu'on a parlé du cortisol, la mélatonine, mais j'ai quand même envie de préciser que ce ne sont pas les seuls acteurs. D'accord? On a un système hormonal qui est complexe, la thyroïde est en cause, est un acteur. Il n'y a pas que les glandes surrénales qui produisent le cortisol, qui sont acteurs, qui sont actrices plutôt. Et puis après, il y a nos hormones sexuelles aussi qui interagissent. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc ça, il faut que ça arrive avec force. Et donc, il faut soutenir tout notre métabolisme autour de ça. Ok, hyper intéressant. Et en général, de ton côté, ça donne de bons résultats. Tu vois que les gens qui suivent cette méthode retrouvent le sommeil relativement facilement. Ça donne des résultats incroyables où on peut passer de je fais des nuits blanches complètes. Je pense à une jeune maman là qui elle m'avait sollicité quand son petit avait 1 an. Et donc ça faisait 1 an qu'elle dormait plus. Elle arrivait à grappiller quelques heures de sommeil comme ça, à droite, à gauche. Elle pouvait plus travailler. Elle pouvait plus s'occuper de son fils. Elle était vraiment dans un état vraiment très difficile, vraiment très amoindri.
Elle m'a contactée. On a mis en place toutes ces étapes-là. Et pour elle, alors il y avait une partie physiologique où effectivement on a fait des modifications au niveau de son alimentation pour venir apporter un peu plus de ressources. Et c'est surtout sur le V, sur la partie valorisation qu'on a travaillé. Et aujourd'hui, elle dort 8 heures, 8 heures et demie par nuit. Elle a repris son activité professionnelle, elle est à son compte. Elle organise des trucs au niveau physique. Elle a une pêche monstrueuse. C'est juste incroyable. Enfin, c'est juste plus du tout la même personne. Donc, c'est un exemple parmi plein. Parmi plein, sinon je ferais plus ce travail aujourd'hui si j'étais pas convaincue que vraiment ça peut complètement changer la vie des gens et que je le vois dans le quotidien. Et donc, il faut avoir confiance en son corps, en fait. Okay. Et il faut le soutenir dans ce que lui, il sait faire et pas l'entraver. C'est intéressant que tu aies parlé justement des jeunes mamans. Est-ce que tu as un conseil à leur donner justement quand leur enfant pleure en pleine nuit et qu'elles doivent se lever pour soit donner le sein, soit pour rassurer l'enfant, etc. C'est souvent une période un peu compliquée pour avoir un sommeil de qualité justement quand on a un jeune enfant à la maison. C'est quoi tes conseils sur ce sujet? En plus, toi, tu es maman en plus, donc tu es passé par là. Oui, complètement. Alors, les conseils à donner sur cette période-là, ça va peut-être te faire sourire ou te surprendre, mais sur cette période-là, j'en ai pas beaucoup. Il faut juste dormir quand le bébé dort. J'en ai un. Dormir quand le bébé dort. Bon, bien sûr, il y a ce qu'on mange aussi, et surtout si on allait, il faut que l'alimentation à nouveau vienne apporter suffisamment de ressources. Mais même s'il y a des choses à dire sur cette période-là, ce qui me paraît plus intéressant encore, c'est de dire surtout, faites pas n'importe quoi avant. Et en l'occurrence, ça a été mon cas. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Avant l'arrivée de mon premier bébé, par mes connaissances, hein, pas parce que je voulais faire n'importe quoi, par mes connaissances. C'est très important d'arriver au moment de la grossesse en ayant conscience de ce que c'est que son sommeil et en chouchoutant son sommeil. Parce qu'après la grossesse, pendant la grossesse, il va y avoir beaucoup de fluctuations. Il va falloir accompagner ça. Et il va falloir surtout avoir une alimentation, mais vraiment irréprochable pendant la grossesse. Déjà, c'est presque la moindre des choses par rapport à bébé qui arrive, mais aussi par rapport à son corps où on donne tout le meilleur à bébé. Et ça, vraiment, j'insiste. C'est-à-dire que le fœtus in utero, il se construit pas... se construire. Ce que je veux dire par là, c'est que ces tissus ne se construisent pas comme ça, ex nihilo, d'accord ? C'est parce que la maman, elle donne le meilleur. Les acides gras, les acides aminés, les vitamines, les minéraux, tout ce dont le petit être a besoin pour se construire, ça vient de maman. Sauf que si maman, elle compense pas et qu'elle mange juste burger frites tous les jours parce qu'elle a que envie de ça, qu'est-ce qui lui reste pour elle ? Qu'est-ce qui lui reste pour son système hormonal et pour son système nerveux ? En fait, pas grand-chose. Et donc ensuite, on arrive, l'accouchement, c'est quand même... c'est coûteux pour une femme. Et puis après, il y a la période d'allaitement, pareil, où on vient donner le meilleur à bébé par le lait. Et bébé, il mange beaucoup, et donc on donne beaucoup. Et donc à nouveau, qu'est-ce qui reste ? Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut vraiment avoir conscience que un bébé, oui, dans les premiers mois de la vie, faut savoir que le système, justement, le rythme circadien, il va vraiment se mettre en place pour bébé sur 24 heures avec l'alternance jour-nuit telle que nous, on l'a, entre 4 et 6 mois. Donc, en gros, jusqu'à 6 mois, oui, bébé, il va vous réveiller la nuit, il va demander à téter n'importe quand, et il va falloir être là, et c'est normal. Donc, en fait, si on compte sur cette période-là pour pouvoir se reposer parce qu'on a fait un peu n'importe quoi avant, c'est peine perdue. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et clairement, c'est une catastrophe. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Et après, il faut que par l'alimentation, on vienne compenser ça. Donc, plasma marin pour les jeunes mamans. Clairement, là, il faut amener des minéraux. Plasma marin, ça peut être des jus de légumes si on a très peu d'appétit, par exemple, et qu'il n'y a pas grand-chose qui passe à manger. Ça peut être des jus de légumes. Et puis après, ça va être l'alimentation anti-inflammatoire dont toi tu parles, Wilfried, dans ton quotidien. Et puis ça va être répondre à... Il faut suffisamment de protéines, il faut suffisamment d'acides gras, parce que c'est surtout de ça dont est constitué bébé. Le cerveau, c'est du gras et ce sont des acides aminés. Donc, on a vraiment besoin de ça, donc on ne se prive pas là-dessus. Et puis après, les 6 premiers mois, on dort quand le bébé dort. Voilà. Ok, il faut faire avec, sinon il n'y a pas trop de choix.
c'est pas comme si on avait un bouton on-off, c'est pas nous qui contrôlons, donc il faut faire avec et puis essayer de Non, compenser en partie avec un très bon style de vie pour c'est limiter ça. les dégâts, quoi. Exactement. En revanche, je vais quand même signaler, parce que j'adore le travail qu'elles font et que en plus, à titre personnel, moi, ça m'a clairement sauvé la vie. La société Fedodo, que je salue Caroline Ferriol qui a créé la société Fedodo, que je connais bien et qui fait du travail incroyable avec les consultantes qu'elle a formées pour accompagner les parents quand il y a un trouble du sommeil chez bébé. Donc, encore une fois, dans les premiers mois, c'est voilà, enfin, faut pas non plus se poser trop de questions, c'est normal, bébé, il doit trouver son rythme. En revanche, si ça dure plus que 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait et qui empêchent bébé d'avoir un sommeil autonome. Et du coup, il nous réveille toutes les nuits. Mais il faut pas rester avec ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il faut pas se dire, bon, bah, ça passera bien un jour. Ouais, mais sauf que, qu'est-ce qui se passe pour vous lorsque vous dormez pas pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans? Moi, j'en retrouve après, du coup, dans mes consultations, des mamans qui sont épuisées parce que ça fait 3 ans qu'elles dorment pas, parce que le bébé les réveille toutes les nuits. Donc, non. Il y a des solutions pour ça. Là, je parlais vraiment du début, tu vois, où bébé, au rythme doit aussi se mettre en place. Ok, donc on les envoie vers la fondation, enfin l'association Fedodo pour celles qui ont des gros problèmes, ça peut être une solution. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les personnes qui veulent mieux dormir? On peut citer par exemple les gens qui prennent tout ce qui est somnifère, ou on peut penser genre voilà à des petits hacks comme ça. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois en général et qui sont contre-productifs au possible? Les somnifères, oui, effectivement, je considère que c'est pas aidant pour le sommeil. Je vais reprendre ça en premier lieu parce que là, tu le cites, mais j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est une erreur, dans le sens où, pour moi, c'est plus une erreur d'aiguillage, ok? Pourquoi? Parce que quand on va voir son médecin généraliste et qu'on lui dit je dors pas, lui est quand même très peu équipé et en plus, il a 10 minutes devant lui. Oui. Donc, il va pas faire une anamnèse comme moi, je vais faire en 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc, effectivement, les gens ressortent avec une ordonnance en pensant que c'est leur solution. Donc, pour moi, c'est certes une erreur, mais plus une erreur d'aiguillage parce que énormément de personnes viennent me voir en me disant « je veux pas prendre de médicaments » ou « je veux plus en prendre ». Vraiment, ils ont conscience que ça les aide pas, mais ils ont l'impression d'être tellement au bout du rouleau, ils sont tellement en bout de course qu'ils y arrivent plus. Mais effectivement, c'est pas favorable parce que ça, en fait, comme on va pas chercher la cause, on arrête le médicament. Le trouble du sommeil, il est encore là, voire même plus puissant, parce que la cause a pu encore plus s'accentuer. Et donc, en plus, avec le rebond, l'effet rebond du sevrage, c'est encore plus difficile. Et donc, souvent, on est dans un gros cercle vicieux. Donc, bon, voilà ce qu'on peut dire sur les médicaments. On peut devenir aussi un peu dépendant, peut-être, des somnifères. Ah bah, complètement. Genre, je ne peux plus dormir sans somnifère parce que du coup, ton corps, il sait juste pas dormir tout seul, en fait, quoi. Bah oui. Oui, complètement. C'est un sujet qui mériterait vraiment d'être développé à part entière. Il faut vraiment avoir conscience que c'est pas anodin. Alors, c'est pas parce qu'on va prendre 3 jours de somnifère que tout est foutu à vie, hein, clairement. Bien sûr, je parlais principalement des gens qui en consomment en grande quantité, ouais. Mais bien sûr. Ou longtemps, hein. Et souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que même si tu vas regarder sur les notices de ces médicaments-là, ils vont te dire pas plus de 6 semaines, etc. Et en fait, ça fait 6 ans que la personne en prend. Donc, même dans le fait de donner des ordonnances, dans le renouvellement des ordonnances autour de ça, il y a un gros problème. Mais bon, il n'y a pas que autour de ça qu'il y a quand même un gros problème d'appréhension du sommeil par la médecine généraliste de façon globale. Mais moi, encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre aux médecins, c'est simplement que d'un point de vue systémique, il y a quelque chose qui va pas autour du sommeil et que ça devrait être pris en compte différemment. Mais bon, voilà, ça c'est plus un sujet sociétal, on va dire. En revanche, les erreurs que je vois communément, c'est... alors, je vais faire pousser un petit coup de gueule, là j'en profite. Par rapport à la privation du temps de sommeil, ça pour moi c'est une erreur monstrueuse. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des TCC, et dans les TCC, il y a les TCCI spécialisent spécialement pour les insomnies,
Et donc, il y a des choses très intéressantes dedans, mais il y a la restriction du temps de sommeil dedans. Et moi, je constate, mais si c'est pas tous les jours, c'est presque tous les jours, que c'est vraiment, vraiment, vraiment une bêtise. C'est-à-dire que on considère le corps comme un robot. Et on se dit, bah oui, si on le fatigue encore plus, il va dormir encore plus. Et donc, donc la restriction du temps de sommeil, c'est le fait de se dire, je me couche le plus tard possible, je mets le réveil le plus tôt possible. Comme ça, hop, j'ai très peu de temps de sommeil. Donc, je suis très fatiguée. Et donc, je vais pouvoir m'endormir mieux le soir. OK ? Mais ça marche pas. En fait, ça marche pas. Pourquoi ? Dommage. Parce que, encore une fois, on n'est pas un robot. C'est-à-dire que quand notre pile, elle est vide, on ne s'arrête pas. Notre corps, lui, quand on est épuisé, mais qu'on lui demande encore plus, eh bien, il va activer à nouveau la production d'hormones de la vigilance. Et donc, on va rentrer dans un cercle vicieux de l'hypervigilance. Et moi, j'ai tous les jours des gens qui me disent « Mais je comprends pas, je suis épuisée, comment c'est possible que je ne dorme pas? Je me sens tenue par les nerfs, je suis comme ça, tous les yeux me brûlent, je me sens épuisée dans mon corps et à l'intérieur de mon corps, je suis tellement agitée que je ne peux pas dormir. » Bah oui, on est vraiment dans le cercle vicieux de l'hypervigilance. Donc, on va pas se torturer, en fait. Il faut dormir quand le corps, il appelle le sommeil. Et donc, pas lutter. Et donc, ça, c'est vraiment une erreur. Pour reboucler sur ta question, c'est le fait de lutter contre le sommeil. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je le redis ici. Ouais, c'est important. Si on est fatigué à 13h, bah, il faut aller se coucher, en fait. On va dormir 15 minutes, 20 minutes. C'est OK, en fait. Dans plein de cultures, c'est normal, hein. Chez nous, c'est pas normal, en fait, que c'est pas considéré comme normal. Si on est fatigué le soir à 22h ou à 21h30, on va se coucher. C'est OK, en fait. C'est qu'il y en a besoin. À force de pas écouter les signaux de son corps, il finit par plus en envoyer. Et moi, j'ai des personnes aujourd'hui que je reçois en consultation et qui me disent, enfin, plutôt quand je leur pose la question de à quel moment vous avez votre vague de somnolence, qui me disent, bah, en fait, je sais pas. Je sens plus. Je suis, je sais pas. En fait, je suis tout le temps très, très agitée, très éveillée. Alors qu'en fait, encore une fois, le corps, il est designé pour qu'il y ait ces vagues. Tu vois, la vague de l'éveil, la vague du sommeil. Donc, c'est vraiment que là, on est tellement déconnecté que on est trop dans la vigilance. Donc ça, c'est une erreur. Et puis après, le fait de pas s'autoriser à dire non, à dire stop. Et par exemple, ça, je le vois beaucoup chez les femmes. Je le vois beaucoup chez les femmes qui sont épuisées, qui vont avoir X casquettes dans la semaine. Je dis pas que les hommes ont pas plein de casquettes, hein, attention, puis je veux pas être dans un stéréotype non plus ultra marqué, mais je le constate quand même, donc je le dis vraiment, mesdames, faites attention à ça. On est dans la société aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui reposent un peu plus sur nos épaules. Et voilà, bon, c'est comme ça. Est-ce que ça évoluera? Je ne sais pas ou pas, mais en tout cas, il y a peu de temps de repos et il y a peu de possibilités de dire non. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une vie de malade mentale toute la semaine jusqu'au vendredi soir, où on finit avec faire les courses, les enfants, voilà, on se couche, on est épuisé. Et après, on reçoit toute la famille le samedi, et puis on accompagne les 2 enfants au sport le dimanche, et puis on reprend la semaine. Et puis la semaine d'après, c'est parce qu'il y a ci ou il y a ça. En fait, il n'y a jamais de break. Donc, homme ou femme, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, autorisez-vous à dire non, là, belle maman, ce sera la semaine prochaine, en fait. Là, c'est juste pas possible. Moi, je ne veux rien cuisiner, je ne veux rien organiser. Je veux juste me reposer, aller marcher les pieds dans l'herbe dans mon jardin, dormir à 13h et qu'on me fiche la paix. Donc, il faut s'autoriser à dire non. Et moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à dire non et en fait ne s'autorisent pas à se faire passer en premier. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner au monde ce qu'on n'a pas, d'accord ? Si on n'a pas d'énergie, on ne pourra pas donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, penser à soi, c'est pas être égoïste, c'est au contraire être très altruiste. C'est déjà, ok, tu vois, je vais bien comme dans les avions. Toi qui as l'habitude de prendre l'avion. Dans les avions, dans les trucs de sécurité, c'est s'il y a un problème, vous prenez le masque pour vous. Après, vous mettez le masque à votre enfant, ok ? Parce que si vous respirez plus, vous pourrez pas lui mettre le sien. D'accord ? Oui. Donc, c'est très important. On prend soin de soi pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes pour les autres. Donc, c'est pas égoïste, c'est juste presque du bon sens. Donc, autorisez-vous à dire non. Merci, c'est très, très intéressant. Et il y a une phrase que tu as dit que j'ai beaucoup aimée. Tu as dit quand on ignore les signaux de notre corps, il finit par ne plus en envoyer. Et effectivement, je pense que c'est super important et je le vois ça à plein de niveaux. Non pas
que pour le sommeil, mais aussi pour l'alimentation et pour plein de choses. Et c'est une très bonne phrase que je ressortirai. Merci. Qu'est-ce que tu penses justement des techniques de respiration en termes pour s'aider à s'endormir? On parle de cohérence cardiaque. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de se mettre sur un tapis de yoga et de faire des exercices de respiration. Quelles sont les bonnes méthodes que tu proposes en général pour aider à bien respirer avant de s'endormir, ce qui est super important justement pour calmer le corps? Ouais, la respiration, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, je n'aurais pas la prétention d'en faire le tour ici avec toi. Mais par contre, bien sûr qu'il y a 2 choses à dire. La première, c'est qu'on peut avoir de la respiration apaisante pour le soir au moment du coucher, dans le rituel du soir, pour la nuit si on se réveille. Mais on peut aussi avoir des techniques de respiration qui vont être un peu plus dynamisantes, un peu plus dynamiques, et qui vont avoir une autre utilité en journée. Et souvent, ce que je constate, c'est que les gens vont, quand ils ont des problèmes de sommeil, ils vont aller que vers des respirations super calmes, qui sont vendues pour être ultra apaisantes. Non pas qu'elles ne le soient pas, sauf que, en fait, s'apaiser, c'est un peu le truc qu'ils n'arrivent pas à faire justement. Et donc, parfois, c'est forcer la chose alors que il faudrait passer par une autre voie. Et donc, parfois, aller vers de la respiration plus activante en journée, pas au moment du coucher, mais en journée, va permettre déjà de connecter plus facilement avec son souffle. Donc, ce sera vraiment très favorable pour sa santé déjà de façon globale. Et puis, ça permettra aussi que la respiration apaisante et calme du soir, elle soit plus efficace. Donc, je vais te donner un exemple. En journée, on peut se dire, tiens, je fais un break là, et pendant 5 minutes, je respire. Je vais peut-être travailler sur une respiration en carré, tu vois, où il y a de la rétention. Donc, ça veut dire j'inspire, admettons, j'inspire sur 4 temps, je retiens poumon plein, j'expire sur 4 temps, je retiens poumon vide, et puis après j'inspire, donc tu vois, ça fait un carré. Donc là, on vient faciliter les échanges gazeux, on vient favoriser du coup l'oxygénation du corps, et du coup, l'amélioration du fonctionnement de tous nos tissus. Donc, c'est favorable. Ok. Donc ça, par rapport à l'oxydation, à l'inflammation, on est en plein dedans. C'est très favorable. Oui. Mais il peut aussi y avoir la gestion des émotions. Là, j'ai une grosse réunion qui arrive. Je suis très stressée. Bon, peut-être que je vais aller travailler sur une respiration peut-être un petit peu activante pour me mettre dans le bain, ou je vais peut-être faire une cohérence cardiaque. Ok, pourquoi pas. Ou alors, je viens de vivre un événement où je me suis pris la tête avec mon patron, avec mon collègue, avec je sais pas qui. Et là, en fait, j'ai besoin d'évacuer. Peut-être que je vais aller vers une respiration un peu dynamique. Tu vois, je vais réguler mon système nerveux grâce à la respiration. Ça évite que le soir, on arrive comme une cocotte minute au moment du coucher. Donc, tu vois, j'insiste volontairement, non pas que la respiration calme et apaisante, voilà, j'ai fait des guidages autour de ça, j'en propose tout le temps à mes clients et j'adore ça et je trouve que c'est très efficace. Mais comme un peu on parle que de ça quand on parle de sommeil, je trouve que c'est intéressant aussi de mettre l'emphase sur qu'est-ce que je fais en journée. Et puis parfois, c'est pas forcément une respiration toute douce qui va être utile. Ça peut être de travailler son souffle différemment. C'est un outil qui est très puissant, le souffle, et qui permet de vraiment réguler ses émotions. Et puis après, arrive le moment du coucher, oui, on va aller vers de la respiration consciente, vers du souffle calme. On peut faire de la cohérence cardiaque, même si ça convient pas à tout le monde, faut le savoir. On peut aller vers des respirations qui vont être 5-5-10, avec un tout petit peu de rétention, puis une grande expiration. Voilà, bon, c'est à nouveau, il y a plein de techniques, il faut trouver celle qui vous convient. Ok, mais quoi qu'il arrive, ça peut être une très bonne chose de faire ce petit moment de pause et de respiration avant de se coucher. Ça calme le corps et ça permet de se mettre dans des bonnes conditions pour aller au lit, en tout cas. Oui, parce qu'en plus, il faut pas oublier que la respiration, donc c'est au niveau du diaphragme qu'on respire, que c'est physiologique de respirer. Quand on respire plus au niveau du diaphragme, c'est là justement où on a une respiration dysfonctionnelle. Et que ce diaphragme-là, c'est là où passe le nerf vague qui s'occupe de tous nos viscères, du rythme battement cardiaque, des intestins, etc. Et donc, quand lui, il peut fonctionner correctement, qu'il a suffisamment de place, que le diaphragme fonctionne bien, eh bien, ça fait passer le corps en mode détente, en mode apaisement. Donc, c'est pour ça que de respirer au moment du coucher, moi, toutes les personnes que j'accompagne, je leur propose de mettre ça dans leur rituel du soir. J'adapte la technique,
j'adapte le reste du rituel en fonction de chaque situation. En revanche, la respiration, c'est vraiment un outil phare. On ne peut pas passer à côté. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que tu pourrais recommander qui marchent pas trop mal pour aider justement le corps à s'apaiser, à aller vers le sommeil, des choses que tu connais, que tu as testées, qui sont plutôt tranquilles? Oui. Il y a un complément alimentaire que j'aime bien mettre en avant, qui est la L-théanine. C'est un acide aminé. Ça fonctionne bien, soit le soir au coucher. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, entre guillemets, sa meilleure utilisation, c'est plutôt la nuit, s'il y a des réveils nocturnes. Ça peut être très intéressant. La L-théanine, ça fonctionne assez vite. Enfin, je veux dire, c'est pas 2 heures après, quoi. Donc, on se réveille à 3 heures. Ça peut aider à se rendormir en cas de réveil nocturne. Il peut y avoir la Rhodiola rosea. La rhodiola, c'est une plante adaptogène. L'ashwagandha aussi est une plante adaptogène que j'aime bien aussi, dont j'aime bien parler. L'ashwagandha, ça va être plus pour réguler l'axe surrénalien thyroïdien, enfin thyroïdien surrénalien, c'est-à-dire qu'on vient soutenir le fonctionnement des surrénales et de la thyroïde, et ça aide à réguler les rythmes circadiens, ce fameux rythme-là sur 24 heures. Donc, ça permet d'avoir suffisamment d'énergie en journée et de plutôt s'endormir correctement et de bien dormir la nuit. La Rhodiola rosea, c'est plutôt pour le moral, c'est plutôt pour l'anxiété, pour l'angoisse, pour les angoisses, pour « Ok, là, j'ai besoin de me calmer. Je vis peut-être une situation très difficile en ce moment. J'ai besoin de prendre du recul un petit peu et de gérer un petit peu mieux mes émotions parce que je sens que je m'enfonce. » Et donc là, ça peut aider. Les deux peuvent se prendre ensemble. Mais c'est vrai que ces deux-là sont intéressants. Après, bien sûr, ça va dépendre de la situation de départ. Là, clairement, la liste n'est pas exhaustive, mais il y en a un quatrième que je peux citer parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est la glycine, que tu connais sûrement. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus récemment. Ouais. D'accord. Qui marche bien aussi, qui aide à s'endormir, enfin qui aide à apaiser, effectivement. Mais pas que. Bien sûr. Du coup, tu en parles sûrement très 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 bien dans ta vidéo. Que voilà, ça aide pour le sommeil et puis ça aide pour les intestins, pour les articulations. Enfin, voilà, c'est un très bon complément alimentaire. Ok, génial. On arrive tranquillement vers la fin de ce podcast. J'avais une dernière question un peu plus personnelle. Moi, j'aime bien traquer mon sommeil avec ma montre pour voir un peu justement le matin si j'ai bien dormi, entre guillemets, même si physiologiquement je m'en rends compte, mais j'aime bien avoir ce petit côté un peu geek pour voir la quantité de sommeil profond que j'ai eu, le nombre de cycles que j'ai eu, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces systèmes de tracking? Est-ce que tu les recommandes, par exemple, à des gens que tu suis pour voir comment ils dorment, pour suivre la qualité de leur sommeil ou pas? Quel est ton avis général sur ces outils de tracking? Alors, je ne vais pas nécessairement les recommander pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est un budget et donc je préfère que les personnes puissent investir sur d'autres choses parce que dans l'exploration du trouble du sommeil, il peut y avoir certains bilans sanguins, il peut y avoir certaines choses, changer son matelas quand c'est la literie, elle nous fait très mal au dos et qu'on se réveille toute la nuit. Enfin, il peut y avoir des investissements qui vont être plus intéressants pour améliorer son sommeil parce que la montre en elle-même n'améliore pas son sommeil. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui sont déjà dans une relation conflictuelle avec leur sommeil. Et le fait de constater tous les jours que le sommeil est cata, c'est très difficile. Donc ça accentue le stress. Donc je vais pas aller vers anxiogène en fait un peu. Voilà, l'hyperconscientisation à ce niveau-là qui, pareil, pourrait être contre-productive. Donc c'est pas quelque chose que je vais recommander. En revanche, je demande aux gens si ils en utilisent. Et quand ils en utilisent, quand ils en ont, là, par contre, effectivement, on va pouvoir se servir des données. Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dans son sommeil, mais je dirais pas que c'est intéressant tout le temps, toute l'année. Après, je sais que beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas, Wilfried, l'utilisent pas que pour le sommeil, c'est-à-dire aussi pour l'activité sportive, et tu le disais quand tu as fait au CrossFit, etc., vont l'utiliser aussi... d'un point de vue global, je vois mon conjoint, il l'utilise, il a alors c'est pas une montre, c'est une bague, il y a les deux. Il l'utilise pour plein de choses, c'est quelque chose qui rentre très bien dans son quotidien et pour autant il regarde jamais son sommeil avec sa bague. Mais ça peut être intéressant. Ok, c'est un outil, on baigne dans les outils connectés et certaines personnes vont vraiment aimer ça. Ok. Mais je trouve que ça peut être intéressant à un moment donné
pour faire un état des lieux, et puis parce qu'on peut y voir des choses. Là, encore hier, j'étais avec une personne que je suis en accompagnement et qui me montrait son graphe. Il m'avait encore pas montré ses graphiques parce qu'on débutait. Et là, il me montre ses graphes et là, je fais ah oui, non, mais là, il y a des choses dont on n'a pas parlé. En fait, c'était quoi? Vraiment, eh bien, en fait, son sommeil profond il ne restait jamais en sommeil profond. Donc, son sommeil profond était complètement entrecoupé. D'accord. Et donc, on voyait ces cycles du sommeil, mais on voyait aussi son sommeil profond il remontait tout le temps. Et donc là, du coup, on a été explorer justement plus loin au niveau de la glycémie. On a été voir si, donc je l'ai encouragé à aller faire un test du sommeil pour être sûr qu'il fasse pas d'apnée du sommeil. Pour le coup, là, cette fois-ci, c'est bien l'apnée du sommeil. Et puis être sûr qu'il n'y ait pas de syndrome des jambes sans repos la nuit qui gêne. Bon, c'est le mouvement périodique des jambes quand c'est la nuit, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent altérer son sommeil profond et qui expliquent pourquoi il est si fatigué le lendemain. Donc, il y a des choses qu'on peut voir. Ça peut, enfin, bon, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a plein de choses qu'on peut voir. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de regarder pendant 15 jours, 3 semaines. OK, on observe. Après, on laisse ça de côté pour pas faire une psychose dessus, faire une fixation. Et puis, par contre, on met des choses en place et on reprend 3 mois après et on regarde. Et là, on se rend compte, ah ouais, je vais beaucoup plus dans le sommeil profond, je dors plus longtemps, j'ai moins de micro-réveils, j'ai plus de sommeil paradoxal. Ok, intéressant. Donc, c'est pas la valeur absolue qui va compter, c'est vraiment de voir l'évolution et puis de voir l'architecture du sommeil, ça donne beaucoup d'informations. Donc, moi, je suis largement pas du tout contre, je trouve pas que ce soit mal ou quoi que ce soit, c'est ni bien ni mal. C'est un outil qui peut être très utile, mais voilà, dont on peut aussi se passer si les gens n'utilisent pas ça, quoi. Ok, super. Comme mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil un peu universel, on va dire, ton meilleur conseil pour améliorer le sommeil dès ce soir, qu'on pourrait mettre tous en place dès ce soir? Alors, le meilleur conseil. La question piège. Ouais, oui, c'est la question piège, tu as tout à fait raison. C'est le mot meilleur, tu sais, parce que Ouais. c'est-à-dire ce qui va être le meilleur pour toi ne sera pas forcément le meilleur pour moi. Oui, ça dépend. C'est pour ça que mon cerveau, il a fait oh. Alors, qu'est-ce que je viens pour répondre à ce meilleur conseil? Dès ce soir, prenez un temps, faites un rituel du soir. Adoptez une routine. Il n'y a pas besoin qu'elle fasse 3 heures de temps. Ça peut même être qu'un quart d'heure, 20 minutes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous avez besoin d'idées, ça peut peut-être vous aider. Mais il faut que vous vous respectiez en tant qu'être humain. Et un être humain, ça a besoin de redescendre. On ne peut pas rester en hyperactivité de 7 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir en espérant que d'une seconde sur l'autre, le cerveau y switch. Donc, respectez vos besoins physiologiques et en ça, adoptez une routine du soir, aidez votre corps à redescendre. Donc ça veut dire tamiser les lumières, ça veut dire respirer, ça veut dire prendre du temps pour soi, ça peut être prendre du temps aussi avec son conjoint, ça peut être prendre du temps en famille, ça peut être des choses diverses et variées. Mais ce soir, ouvrez la porte au sommeil, faites une routine. Super, génial comme conseil. Merci Aurélie en tout cas pour toutes ces bonnes informations. Je suis sûr que ça va aider pas mal de gens. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, du coup, dans la description de ce podcast, on mettra la liste de tes réseaux. Donc, tu as une chaîne YouTube où tu parles de tout ça en détail. Tu as un site internet, tu as un compte Instagram aussi. Donc, on mettra tout ça dans la description du podcast pour les gens qui veulent découvrir un peu ce que tu proposes. Comme ça, ils pourront découvrir bien comment aller plus loin avec toi concrètement. Et voilà, merci en tout cas encore une fois d'avoir été présente pour ce podcast. Et puis peut-être à une prochaine fois, qui sait, pour d'autres épisodes sur des sujets plus approfondis ou sur des sujets annexes, qui sait. Eh bien, merci beaucoup. Ce serait avec grand plaisir, bien sûr, s'il y a une suite à ça ou une extension. Merci à toi, Wilfried, pour l'invitation. Merci à toi aussi pour tes questions qui étaient très pertinentes et qui m'ont permis d'aborder plein de choses. Donc, c'était un échange très, très, très enthousiasmant pour moi et j'espère avoir pu partager un maximum de choses. Alors, je sais que ça fait toujours beaucoup d'informations, mais il faut laisser infuser tout ça. Puis, il y a toujours des petits trucs qui restent et dont on peut se servir. Et en tout cas, c'est mon souhait. Merci beaucoup. J'en suis sûr que ça va aider beaucoup de gens. Merci Aurélie, à bientôt. Au revoir. Au revoir.